J'ai pas mal de choses à vous présenter. Là, ça recommence à faire du bruit. Ça recommence, putain. Sur les réseaux, c'est vraiment, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que les gens arrivent pas à prendre du recul sur le sujet. Bah, écoutez, c'est pas voilà, hein, c'est toujours pareil. Ça fait du bien, des moments de couper les réseaux. Je vous invite vraiment à le faire quand vous pouvez, hein, de sélectionner vraiment 2, 3 sources d'infos. Et puis le reste vraiment, coupez. Dans des périodes comme ça, coupez, allez voir votre famille, faites du sport, faites des choses qui vous intéressent vous, parce qu'alors putain, c'est la débandade en ce moment. Tu rigoleras moins quand ce sera le bull run et que tu passeras 30 minutes à dire bonjour à tout le monde. Non mais je le ferai pas, je dirai salut à tous, hein. Je vais pas me faire chier à dire bonjour à 3000 personnes, hein. Allez, c'est bon les mecs, on va commencer. C'est parti. Quelques petites choses à vous présenter. Mais ouais, petit rappel, hein, vraiment, faites un maximum de tri sur ce que vous entendez. Il y en a qui sont spécialisés aussi sur Twitter, sur YouTube pour faire du drama. Ils existent qu'à travers le fait de critiquer les autres, sauf que eux, bah, finalement, ne font rien, évidemment, à part que critiquer. Et ça, on sait que en France, on adore ça, on adore créer du drama, on adore insulter les gens, on adore envoyer du négatif. Voilà, et surtout dans des périodes comme ça. Donc, rentrez pas dans ce jeu-là. Mettez en mute toutes les personnes qui sont là-dedans. En France, il y en a qui sont spécialisées pour ce truc. Voilà, moi, je sais que plus j'avance dans la vie, plus j'essaye de limiter au maximum tous ces sujets. Dès que je vois des sujets comme ça négatifs qui n'apportent rien, dire des trucs où vous pouvez rien faire et qui n'apportent que de la négativité dans votre vie, virez-le, hein. Ça sert à rien. Ça vous créera du stress, ça créera évidemment de l'engagement dans ce que fait la personne, mais absolument pas. Ça apportera rien de positif, à la fois pour vous, à la fois pour lui, à la fois pour les autres. Donc, voilà, vraiment, faut s'écarter au maximum de ces personnes, hein. Allez, je vous partage le crypto bubble sur lequel il va y avoir énormément de nouveautés. Vous le voyez, du gros rouge depuis mercredi, hein, toujours pareil. Sur le jour, on est dans le rouge. Sur la semaine, on est dans le rouge. Sur le mois, on est dans le rouge. Sur l'année, on a quelques verts, hein, on a quelques petits projets verts, mais sinon globalement toujours dans le rouge, hein. Je sais que j'ai reçu pas mal de questions sur le live qu'on a refait avec Mickaël mercredi et qui était en lien notamment sur la partie analyse technique que j'avais faite sur la semaine encore d'avant. Et là, j'ai eu pas mal de mauvaises interprétations sur ce que j'ai dit. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, hein. Et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, quand je vous parle des moments où, historiquement parlant, le Bitcoin reprend des couleurs, c'est-à-dire un an après le halving sur une période estivale, avec une période de faiblesse entre fin juin jusqu'à mi-juillet, c'est ce qu'on a connu historiquement parlant. D'accord, je parle toujours dans le cadre historique. Le futur, a priori, je ne suis pas capable de déterminer l'avenir, donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, historiquement parlant, des périodes comme ça, sur une période post-halving, un an après le halving, le Bitcoin, en général, part sur une phase parabolique. On y reviendra un petit peu après. Pour les alts, évidemment, on ne peut pas se prononcer aujourd'hui immédiatement. D'accord. A priori, si on a un Bitcoin qui augmente très fort, on peut avoir des jeux de liquidité avec certains alts qui vont augmenter. Mais je le répète, j'ai l'impression de le répéter depuis 2018, mais je vais le redire, parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, mais le Bitcoin augmente, mais du coup, c'est quand que c'est pour les alts? Déjà, en termes de timing, on n'en sait rien. D'accord. On n'en sait rien. Ça sert à rien de demander un timing, on n'en sait rien. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que pour qu'il y ait une augmentation sur les alts, il faut que le Bitcoin performe bien. Et qu'ensuite, il est topé, que la dominance baisse, et qu'il y ait des cascades de liquidité, principalement au départ sur l'Ether, que l'Ether dépasse son ATH, augmente en dominance, augmente son ratio Ether-BTC, etc. Et qu'ensuite, une fois qu'on est avec une très belle augmentation sur l'Ether et que le Bitcoin a topé et que la dominance baisse, là, on a des cascades de liquidité qui pourraient aller sur des altcoins. Est-ce que ce sera une full alt season avec tous les alts qui augmentent, ou est-ce que ce sera sur des alts qui seront présélectionnés, d'accord? C'est-à-dire en tout cas sur un nombre restreint d'altcoins de qualité. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'a priori, les millions et les dizaines de millions de shitcoins qui ont été lancés depuis le début de ce bull run, a
priori, il y en a beaucoup qui ont fait des gros rug pulls, il y en a beaucoup qui ne redépasseront pas leur précédent plus haut, comme à chaque cycle, d'accord? Et y compris pour les altcoins du cycle précédent. Donc j'espère que c'est clair. Je pense que c'est clair dans la tête de beaucoup de gens, mais je préférais le remettre à jour et bien expliquer, parce que je sais que souvent on va me dire ouais, mais machin, t'as dit que ça allait augmenter. Je parle d'une évolution historique, là, principalement sur le Bitcoin. Parce que pour l'instant, c'est lui qui fait le marché, a priori. Hein. D'accord. A priori, c'est lui qui fait le marché. C'est moi qui le dis, hein, ça fait depuis sa création que c'est lui qui lead. Donc, pour l'instant, là, on est dans une fenêtre de tir où, euh, en général, entre fin juin, mi-juillet, on est dans des périodes où on a une certaine faiblesse sur le marché, donc consolidation, voire plutôt bearish, d'accord. Et ensuite, normalement, le Bitcoin est censé reprendre sa tendance, il est censé recasser. Donc, on va suivre, on va regarder. Pour les alts, aujourd'hui, on reste toujours acheteur. On reste toujours acheteur. Si jamais ça baisse, parce qu'il y a toujours une possibilité aussi que ça baisse, hein, d'accord, hein, qu'il y ait une correction, je vous dis qu'il y a une période de faiblesse sur fin juin, mi-juillet. Donc, aller rechercher des niveaux comme les 93, 95 000 et tout, c'est tout à fait possible. Hein. Si on vient les rechercher, qu'est-ce qui se passe? C'est 93, 95 000. Évidemment que la dominance risque de bouger un peu et les altres essaient encore de dérouiller. Mais si jamais ça arrive, comme ça a été le cas jusqu'à présent, en tout cas sur les cycles d'avant, les altes dérouillent fort rapidement, mais la reprise est rapide. La reprise est rapide et ensuite une continuation de la tendance. Mais voilà, pour avoir un maintien durable sur la partie alt, il faut que vous ayez les critères que j'ai évoqués. C'est tout. Ceux qui vous crient alt season, alt season, alt season, alt season quand tu as le Bitcoin qui augmente, n'ont rien, mais alors rien compris. Cependant, ça reste pour moi des super moments pour accumuler des cryptos intéressantes sur le long terme, voilà, sélectionner les bons projets, etc. À condition d'avoir toujours une vision long terme, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur le court terme. Accepter cette volatilité, puisqu'on est sur des niveaux où les alts sont fait éclater depuis un certain nombre de temps, plusieurs années maintenant, et donc vous les achetez sur des niveaux historiquement bas. Est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas descendre plus bas? A priori, si, hein, ça peut descendre plus bas, toujours plus bas, il n'y a pas de problème. Mais on est sur des niveaux de prix et dans des moments de marché où tout peut changer très rapidement. Le sentiment de marché peut changer très rapidement. Là où beaucoup de gens sont bearish en ce moment sur les alts et globalement sur le marché crypto, hein, même le Bitcoin comme ça, il y en a qui sont bearish aujourd'hui sur le BTC. Je comprends pas, hein, mais bon, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. C'est pour moi une opportunité. Voilà, c'est mon avis personnel sur le sujet. Par contre, c'est ce que je vous dis. La fenêtre de tir, sur la partie purement crypto, alt, etc., pour se mettre à jour et pour profiter potentiellement de ce qui pourrait arriver sur la suite de l'année, elle est relativement courte. Donc, si vous voulez vous mettre à jour, si vous voulez avancer, si vous voulez faire les choses correctement, vous avez le programme d'accompagnement où là, vous allez avoir une vraie proximité avec nous et on vous accompagne durant toute la suite du cycle. Vous allez pouvoir profiter des plus de 2 ans et demi où on prépare ce bull run. Voilà. Donc, a priori, ceux de l'accompagnement et nous, on est prêts. Après, la vraie question, c'est pour vous. Mais la fenêtre de tir, elle est relativement courte. Aujourd'hui, il y a des opportunités pour ceux qui veulent le mettre en place, ceux qui veulent faire les choses correctement. Il y a un moment donné où, machinalement, si le marché se retourne à la hausse, ça ne sera plus le cas. Donc, nous aussi, on se laisse la possibilité, comme je l'ai dit la dernière fois, hein, de fermer les portes de l'accompagnement quand les opportunités ne seront plus intéressantes pour les nouveaux participants. Pour ceux que ça intéresse, petit laus, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, juste pour reclarifier un petit peu les informations que j'ai dites la dernière fois. Parce qu'à chaque fois, on me dit ouais, mais tu avais dit que ça allait augmenter. C'est pour les alts, ça n'a pas augmenté. Voilà. Donc, là, je parle du Bitcoin. Et d'ailleurs, vous verrez, hein, pour ceux qui nous suivent depuis des années, hein, on parle de Bitcoin Ether sur cette chaîne. Voilà. Ça pareil, hein, comme je l'ai dit au début en introduction, il y a une vraie chasse aux sorcières en ce moment en disant ouais, qui c'est qu'il y a des casseroles au cul et des machins. Nous, vous pouvez chercher. Hein. On a parlé de Bitcoin et d'Ether depuis 2018. On fait pas de top 10, on fait pas de sponsoring, on fait pas plein de trucs. Hein. Donc voilà. Est-ce que tous les calls ont été parfaits? Absolument pas. Hein. Personne n'est parfait. Mais encore une fois, vous n'êtes pas là pour avoir raison. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Donc l'objectif, c'est de savoir là où est-ce qu'on pourrait avoir tort pour s'améliorer. Mais c'est vrai que voilà, méfiez-vous. Ça aussi, c'est une petite piqûre de rappel. Méfiez-vous de tous ceux qui vous font les top 10, les top machins. Revenez sur ces vidéos-là. J'ai regardé les top 10 des mecs qui vous faisaient ça sur 2021, sur 2020, là aujourd'hui, en ce moment, le top 10 des agents IA, le top 10 des mêmes coins pour 2025, etc. Regardez leur top 10 au moment où ils ont fait l'école, regardez où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui.
Ça vous donnera un ordre d'idée un petit peu ouais, de la qualité de ce qui est présenté. C'est pour ça que nous, sur YouTube, on reste sur la partie Bitcoin, Ether, qui sont les plus gros. Et après, évidemment, sur la partie alt, on investit là-dessus d'un point de vue personnel, mais on ne va pas s'aventurer à présenter ça sur YouTube parce que voilà, faut faire les choses correctement. Et c'est là où on fait beaucoup plus en détail sur la partie accompagnement pour refaire un petit débrief là-dessus, un petit laïus. Donc, pour Bitcoin, on regarde sur la partie ETF, hein, tous ceux qui vous parlaient Troisième Guerre mondiale, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Bon, voilà. On observe toujours des inflows sur la partie BTC. On est à la TH. Regardez le graphique. Accumulation de BTC de la part des grands fonds institutionnels et donc des investisseurs qui investissent via ces ETF, parce que souvent on dit c'est BlackRock, c'est Fidelity, c'est tout ça. Non, c'est les investisseurs qui investissent via le biais de BlackRock ou de Fidelity ou de Bitwise, d'accord. Mais voilà, force est de constater qu'on est toujours sur une accumulation massive, massive depuis le départ. C'est quand même assez fou. Et malgré les périodes d'incertitude, et justement dans ces périodes d'incertitude-là. D'ailleurs, il y a cet article-là qui est quand même plutôt intéressant, qui explique que depuis en fait les tarifs de Trump et toutes les périodes d'incertitude qu'on a eues dernièrement, il y a eu une accumulation comme jamais de la part des ETF, des entreprises et tout. Et là, dernièrement, sur les derniers jours, plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin accumulés par Wall Street dans des périodes comme ça. Et là, il y a eu un tweet que j'avais remis à jour sur Twitter qui vous montrait que les prix en ce moment étaient suppressés artificiellement par Wintermute et Binance. D'accord, j'en avais aussi beaucoup parlé et ils ont créé des murs physiques de vente pour suppresser le prix des bitcoins et de l'Ether dans des périodes comme ça. À mon avis, pour laisser de la place aux gros, aux institutionnels. Et quand évidemment ils auront fini d'accumuler ce qu'ils voudront, ils feront tomber leur mur de prix, hein, d'accord, pour éviter que le prix passe au-dessus, parce qu'aujourd'hui ils peuvent le faire. Et évidemment, le cours va augmenter. Mais ça, c'est ce que j'explique depuis longtemps aussi, comme une cocotte minute, vraiment que vous allez suppresser, vous allez tenir le couvercle, et puis ça va. La pression va monter, 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 jusqu'au moment où, évidemment, à force de tenir la pression, ça tient plus et hop, ça explose. Plus c'est maintenu longtemps, plus quand ça pète très très fort. Donc voilà. Au niveau des ETF, ça continue toujours d'accumuler sur la part de BTC. Sur Ether, c'est plus ténu. On en avait parlé aussi avec Mickaël, hein, c'est beaucoup plus ténu, mais on est quand même en accumulation, hein, quand même, globalement, beaucoup plus en positif que négatif. On a quand même fait des journées sur l'Ether avec des achats de 240 millions dans la journée, 125 millions, 100 millions, 60 millions, etc. Là, par contre, 26 juin, on est à 26 millions de sorties. Donc, 26 millions de sorties qui proviennent principalement de chez Grayscale. D'accord. Grayscale, ils sortent toujours leurs ETHE. Hein, ils avaient arrêté pendant un certain temps, mais là, ils en ont ressorti un peu. Mais par contre, sur la partie Ether, c'est exactement la même chose que pour BTC. On est à un ATH en termes d'accumulation. On n'est pas du tout sur le même poids de mesure que pour BTC, ou pour BTC, on est à, je ne sais plus combien on était, presque 48 milliards de rentrées nettes. Ouais, c'est ça. Presque 48 milliards, un peu plus de 48 milliards de rentrées nettes. Pour l'Ether, on est à 4 milliards de rentrées nettes. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qui dénote aussi et qui montre que pour l'instant, la volonté des investisseurs à prendre plus de risques par rapport à BTC, on n'est pas là. Voilà. C'est pour ça que sur la partie alt, aujourd'hui, on reste sur des niveaux super intéressants pour en accumuler sur le long terme. Évidemment, il faut accepter que la dominance, tant qu'elle reste élevée, que le Bitcoin reste encore très fort. Oui, c'est intéressant pour avoir potentiellement une alt season par la suite, parce que quand il y a des rotations de capitaux, plus le Bitcoin monte haut, plus la dominance monte haut. Si jamais on a ces rotations-là, mieux ce sera pour nous. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas sur un truc où on se dit à partir de telle date, à partir de tel moment, les alts, c'est sûr, vont augmenter. On n'en a aucune idée. Et c'est pour ça qu'il faut suivre les différentes métriques. Hein, je vous en donne quelques-unes. On a une quarantaine d'indicateurs qu'on suit avec Mickaël presque de manière journalière pour savoir où est-ce qu'on se situe exactement dans le cycle. Mais si vous êtes à l'aveuglette en vous disant ah bah tiens, là on est peut-être là on est peut-être là, ça va être compliqué. Hein, d'accord. C'est ça, voilà, faut vraiment le prendre avec des éléments qui sont factuels et puis avec des indicateurs qui ne sont pas calculés de la même manière et qui ne répondent pas tous au même type de fonctionnement. Si par contre, ils pointent à peu près tous dans la même direction, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Donc voilà, force est de constater qu'en ce moment, on a toujours une accumulation, même dans un contexte comme aujourd'hui, où le Bitcoin a l'impression qu'il latéralise, il ne fait pas de perf et tout. Et pour autant, ça accumule à mort. Il y a eu une publication de chez BlackRock que je voulais présenter qui vous montre que
lors d'événements géopolitiques majeurs, le Bitcoin est de plus en plus vu dans la tête des investisseurs comme un moyen pour se protéger de ces événements-là. D'accord. Avant, c'était beaucoup plus vu dans l'inconscient, mais dans le conscient collectif, comme un, un actif spéculatif, évidemment, et comme un moyen juste de gagner de l'argent. Là, de plus en plus, on le prend et on le voit d'un point de vue sentiment de marché comme un actif particulier, au même titre que l'or, au même titre que le S&P 500, mais comme un moyen de se protéger d'une inflation, comme un moyen de se protéger d'événements géopolitiques majeurs. Regardez, hein, les résultats là sur 10 jours après les derniers gros événements euh, géopolitiques, comme là l'escalation et les conflits qu'on avait entre l'US et l'Iran, le Covid, élections américaines, la Russie avec l'invasion de l'Ukraine, problématique avec la crise bancaire en 2023, et puis bref, plein d'autres événements. Et ce qu'on se rend compte quand même, c'est que sur 10 jours, bah, le Bitcoin quand même performe bien. Il y a eu des moments où ça a baissé, en fait, on se rend compte que tous les autres actifs ont baissé. Pour le cadre du Covid. Et en fait, pour moi, c'est lié aussi beaucoup par rapport au jeu de liquidité. Et si on prend sur 60 jours, d'accord, donc un petit peu plus tard, là, regardez le panneau qu'on a, hein, le Bitcoin a augmenté, a énormément augmenté. Et ça passe pas inaperçu, hein, évidemment, hein, dans un objectif d'avoir un portefeuille bon père de famille, équilibré. J'en parle beaucoup aussi sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant, hein, d'avoir des actifs qui ne sont pas ou très peu corrélés les uns par rapport aux autres. Ça vous permet d'avoir en fait un portefeuille qui est ultra résilient, et peu importe ce qui se passe, s'il y a un actif qui baisse, vous avez l'autre qui va augmenter, qui va pouvoir permettre de compenser. Et là, maintenant, on se rend compte, ça fait des années qu'on vous le dit, mais là, les institutionnels commencent à se rendre compte qu'il y a un vrai intérêt, un vrai plus d'avoir du Bitcoin en portefeuille sur le long terme, puisque augmentation de ratio de Sharpe, diminution de la volatilité et augmentation de la performance. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus, d'où l'intérêt, du coup, pour beaucoup d'investisseurs de s'exposer de plus en plus à la crypto et plus spécifiquement au BTC. Et du coup, là, ils commencent à proposer des allocations et d'inciter les investisseurs. Chez JP Morgan, c'est ça, et chez BlackRock, c'est pareil. Ils annoncent et ils incitent les gens à avoir à peu près en ce moment du 2% de Bitcoin sur leur portefeuille. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même type d'allocation qu'on va prendre chez les personnes qui vont avoir des centaines de millions, voire des milliards à gérer, et puis quelqu'un qui va avoir un portefeuille juste personnel à gérer de son côté. Évidemment que dans ce cas-là, on ne va pas du tout investir de la même manière. Mais on voit que la mentalité change et que dans une bonne gestion de portefeuille, hein, dans vraiment quelque chose d'équilibré, là où avant la crypto, c'était juste pas possible, on n'en entendait pas parler, là maintenant, on se rend compte que ça prend de plus en plus sa place. Et ça, évidemment que c'est ultra positif. Et d'ailleurs, si les fonds d'investissement permettaient et incitaient au maximum leurs investisseurs à placer à peu près 2% de leur patrimoine sur du Bitcoin, on serait sur un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars. Hein, d'accord, évidemment. Hein. Donc aujourd'hui, on n'est absolument pas là-dessus. C'est pour ça que oui, les gens ont l'impression de toujours être en retard, mais évidemment, on est encore sur des niveaux sur le très long terme où en fait, pour l'instant, pour moi, on n'a encore rien vu sur la partie purement crypto. Pour finaliser sur la partie analyse technique, que je vous avais dit, que je vous avais évoqué la dernière fois. Donc là, je vous ai refait un petit laïus tout à l'heure en vous parlant un petit peu de la cyclicité sur la partie purement BTC. Sur la partie Ether, bah, pour l'instant, on est toujours en train de consolider. Regardez, hein, si on zoome un petit peu, voilà. Là, on a eu des bougies vraiment d'indécision. On a eu une correction. Là, on a été tout de suite racheté. Donc, pour l'instant, toujours une période de faiblesse. Hein, c'est ce que je dis, hein, fin juin, mi-juillet. On verra un petit peu comment ça se passe. Mais période de faiblesse, de force plutôt sur la dominance du Bitcoin, mais voilà, sur le prix des actifs sur le court terme, c'est quand même compliqué de savoir. Pour l'instant, on a eu une très belle augmentation depuis le bottom qu'on avait eu sur avril, sur la partie Ether. On a été rejeté à 2800. Là, voilà, on est toujours en train, pour moi, de consolider. Sur la paire Ether-BTC, qui est pour moi le truc le plus important à suivre, on est toujours sur ce qu'on vous a dit. Donc, un rebond super important ici sur la zone de support de 2019. On va voir. Est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'on va venir retester le plus bas? Faut voir. Tout peut se passer. On a d'autres indicateurs qu'on peut être amené à regarder, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Si on regarde là la dominance du Bitcoin plus l'USDC plus l'USDT, le plus haut qu'on avait eu sur le cycle de 2020 qui avait marqué un top sur la dominance du BTC à ce moment-là, et puis l'arrivée de la alt season, regardez hein, ce qui s'est passé juste après, on est venu chercher les 76%. Là, on est à 73%. Donc,
peut toujours monter plus haut. D'ailleurs, comme pour la dominance du BTC, hein, je vais zoomer un peu, je vois beaucoup de graphiques de mecs qui s'amusent à tracer une droite de, en fait, comme un canal de compression depuis la création de la dominance. Alors, c'est un peu faux dans le sens où la vraie dominance, en fait, elle a débuté presque à 100% sur 2015, 2016, 2017. Beaucoup considèrent que c'est un faux signal, même si je ne suis pas forcément d'accord là-dessus. Donc, on peut s'amuser à créer, là, si on zoome un petit peu, on peut s'amuser à créer un canal de compression ici. Regardez, hein. On est venu toucher cette zone-là sur 2021, ici sur 2017. Et là, évidemment, si on continue cette droite de tendance, et si je zoome un peu, hop, là, alors ça reste de l'analyse technique, hein, évidemment, hein, on se rapprocherait quand même avec les retracements de Fibo des 66%. 66% de dominance, que je vous dis depuis un certain temps. Donc, tout à fait possible qu'on vienne toper à 66% de dominance. Mais si on regarde historiquement parlant, ce qu'on a eu là depuis le départ, sur tous les retracements de Fibo, à chaque fois, on a eu breakout, retest, on explose, breakout, retest, on explose, et à chaque fois, c'est pareil. Donc là, est-ce que ça va être différent ici? Pas certain. Tout à fait possible qu'on vienne faire un breakout, un retest, et qu'on continue en fait la dominance du Bitcoin. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais dites-vous que plus ça augmente sur le court terme, plus ça fait mal pour les alts par rapport au BTC, mais plus derrière, c'est intéressant pour les performances. Et ensuite, le canal de compression. Hein, voilà, pareil, hein, qu'est-ce qu'il faudrait potentiellement regarder? Là, regardez, on a eu une dominance ici, une dominance là, qui a baissé. C'est-à-dire tous ceux qui attendaient une dominance qui descendrait jusqu'à 35% sur le cycle de 2021, ça n'a pas été le cas. Donc, tout à fait possible que la dominance du Bitcoin, quand elle monte à, je sais pas, 68%, si elle baisse, qu'elle descende à 42, 43, 46. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais sûrement pas aller chercher, en tout cas pour moi, hein, sûrement pas aller chercher les 35% aussi. Hein. Et ce qui est normal, parce qu'en fait, on sait que les cycles deviennent normalement de moins en moins volatiles. C'est de plus en plus compliqué pour avoir de la volatilité sur le marché, vu qu'on est sur un marché qui mature de plus en plus, et que ça devient de plus en plus compétitif et difficile d'obtenir des performances qui soient monumentales sur les alts. Donc, si on veut obtenir des super performances, en général, on est obligé d'aller prendre beaucoup plus de risques. Donc, d'aller sur des alts qui sont bien plus volatiles. Mais c'est ce qu'on remarque. Là où avant, faire des x100 ou des x1000, c'était presque, c'était ultra récurrent à l'époque. Hein, sur 2016, 2015, 2016, 2017, vous pouviez acheter n'importe quel type de crypto, vous faisiez des performances incroyables parce qu'il n'y avait personne en fait sur le marché et la dominance du Bitcoin était super élevée. Et quand on a eu le vrai changement de dominance, évidemment, là, il y avait des performances super importantes. Ensuite, on a eu le cycle de 2018, 2019, 2020, 2021. Là, c'était déjà beaucoup plus compliqué d'obtenir des x10, x20, x30, x50, même si, évidemment, ça a été possible. Donc là, évidemment, ça va être encore plus compliqué. Là, moi, c'est ce que j'entrevois aujourd'hui. Donc voilà, rien d'énormément nouveau pour le moment sur le sujet. Faut juste s'armer de patience, faut accepter ces périodes d'incertitude, faut avoir de la conviction. Voilà. Faut avoir de la conviction, faut accepter de ce qui se passe aussi, d'accepter d'avoir cette vision-là long terme et que voilà, en général, c'est le meilleur edge qu'on peut avoir. J'en ai parlé sur Éternel étudiant sur une autre vidéo. C'est le long terme. Voilà. Vous n'avez pas d'autre edge. Hein. Vous pouvez penser que ça peut être parce que vous avez fait 50 années en finance, machin et tout. Même les multimilliardaires vous disent que le meilleur edge que vous puissiez avoir, au-delà des connaissances que vous pourrez obtenir, c'est le long terme. Voilà. Et après, le long terme, c'est pas le long terme sur n'importe quel type de projet. Il ne faut pas que vous déteniez des alts sur 10 ans parce que la plupart des alts remontent jamais. Donc voilà, vous connaissez le laïus. Pour moi, à partir du moment où vous commencez à être sur des alts autres que Ether, voilà, et vous commencez à aller au-delà du top 10, vous devez faire une veille vraiment active de votre portefeuille, vous devez suivre ce qui se passe, vous devez vous professionnaliser dans votre approche. Hein, sinon, en général, c'est compliqué. Je vais regarder si vous me posez un petit peu quelques questions, les gars. C'est cool, vous êtes connectés là, 224 en live, ça fait plaisir. Faites péter la barre des likes, les gars. Alors, est-ce que tu peux parler rapidement de la news de Ledger sur NanoS? J'en parlerai tout à l'heure. Ça fera partie des sujets que je vais évoquer. J'en parlerai tout à l'heure. Avec la dévaluation de 10% de l'USD sur 6 mois, indicateur DXY, les paliers de fin de bull run en dollars pour Bitcoin peuvent-ils ou doivent-ils réévaluer à la hausse?
s'il y a une dévaluation du dollar et s'ils impriment énormément d'argent, s'ils augmentent la supply, ce qu'ils seront amenés à faire dans tous les cas, même si on est toujours en politique de quantitative tightening, si on exprime les actifs par rapport au dollar, évidemment que ça sera plus simple pour faire un sommet par rapport à ça. Mais pour moi, ta stratégie de sortie, c'est pas en visionnant juste ces indicateurs-là, en l'occurrence le DXY, que tu dois dire vas-y, ça a dévalué de 10%, donc je vais augmenter toutes mes targets de 10%. Je pense pas que ce soit proportionnel et je pense que ta stratégie de sortie, en fait, elle doit, pour moi, hein, elle doit déjà être prête. Et c'est pas si demain il commence à imprimer énormément d'argent que tu dois commencer à le changer. C'est comme ça que tu fais des conneries pour moi. C'est en te disant, je vais regarder les indicateurs et en fonction des indicateurs, je vais modifier ma stratégie de sortie ou en fonction de ce que va faire la macro, ou en fonction de ce que va faire la géopolitique ou ce qu'on va voir d'un point de vue mondial, je vais changer ma stratégie de sortie par rapport à ça. Évidemment que ça a une influence, d'accord. Je dis pas que ça en a pas une, mais c'est justement parce qu'on pense que ça a une influence des peut-être trop importante par rapport à ce que ça pourrait représenter, qu'on peut se retrouver en fait à arriver à des niveaux de portefeuille et finalement ne jamais prendre de profit parce qu'on est toujours en dessous des paliers qu'on aurait déterminés. Voilà. Et je pense que dans tous les cas, le plus important, c'est d'être en raccord avec son profil de risque et tout. Voilà. C'est pas bête hein, ce que tu dis, Alexandre, mais attention, parce que là, tu parles du DXY et je pense que c'est un indicateur relativement long terme et tout. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, sur 6 mois ou sur un an, de se dire, tiens, sur un an, il y a une dévaluation du dollar de X%, tu peux avoir après, en fait, un changement drastique avec une augmentation. Hein. On peut s'amuser à regarder le graphique. Hein. Je vais le remettre à l'écran. Je vais le partager à l'écran pour qu'on y voit un petit peu plus clair, pour montrer un petit peu plus ce que je veux dire là-dessus. Hop. Je pense que ça pourra servir de leçon. Alors, le DXY, DXY, hop. Voilà. Alors, regarde. Typiquement ici, tu vois une baisse. Donc on est d'accord, baisse sur la dominance du dollar, en fait, globalement, hein, la puissance du dollar. OK. Donc les gens se disent c'est bullish, je suis d'accord. Si tu prends ce cas-là, alors c'est un cas très particulier, le cas de 2021, parce qu'ils ont imprimé énormément d'argent et vu que toutes les devises aujourd'hui sont adossées globalement au dollar, bon, ça joue, ça a pas mal joué. Mais regarde, là, le DXY, il a explosé à la hausse. Alors, le contexte macroéconomique et tout ce que je viens de dire, ça a joué aussi un rôle là-dedans. Pour autant, le bull run a été énorme aussi sur ces périodes-là. Donc, si tu avais fixé tes paliers de sortie en disant, bah là, le DXY, il n'arrête pas d'augmenter, donc je vais avoir des paliers plus faibles, tu te serais fait rincer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu prends le cas avant, en fait, tu ne peux pas te baser que sur cet indicateur. C'est un indicateur à suivre. Mais regarde, là, 2017, le DXY, il a baissé. Donc là, tu peux te dire, oui, c'était plus simple pour faire un ATH sur le côté dollar, mais là, regarde ici, ça a augmenté, donc ça a été, tu vois, un faux signal super important. Donc là, on est en train de revivre un peu la même chose que ce qu'on avait eu sur 2017. C'est pour ça que je dis qu'il y a certains éléments qui peuvent nous laisser à penser qu'on se rapproche plutôt plus du cycle de 2017 que 2021, mais pareil, les cycles sont quand même ils sont jamais calqués les uns par rapport aux autres. Il y a toujours des petites différences. Donc oui, c'est un indicateur à suivre. Mais baser sa stratégie de sortie uniquement sur ça, je pense que c'est problématique parce que voilà, il y a plein d'éléments où tu as eu des faux signaux, selon moi. J'espère que tu as répondu à ta question, Alexandre. Savez-vous pourquoi je n'ai pas le même chiffre de Fear and Greed sur CoinMarketCap que celui affiché par les youtubeurs? Aujourd'hui, j'ai 49, 65 de mémoire. Alors, ça dépend aussi la time frame que tu vas regarder. Alors, sur CoinMarketCap, il te donne un certain Fear and Greed Index, puis après, tu en auras d'autres sur d'autres sites qui vont te le donner calqué par rapport au marché financier. Enfin, c'est un indicateur, mais c'est pas l'indicateur à suivre à proprement parler. Enfin, ça donne une idée de sentiment de marché, mais te calque pas ta stratégie d'investissement en te disant dès que le FIR Ingrid, il est, je sais pas, à 18 par exemple, et qu'on est en FIR, j'achète, et dès que tu es à 80, tu vas vendre, parce que tu connais pas, sur beaucoup de sites, on te donne pas toute la time frame, et puis il y a beaucoup de faux signaux, et tu peux rester sur un marché en surchauffe pendant longtemps, c'est le cas de la alt season, où en fait, tu as l'impression que le marché il est en bulle et il continue, comme pendant la crise des subprimes, comme avant la crise des subprimes, les mecs disaient c'est en bulle, c'est en bulle, c'est en bulle, c'est en bulle. Et au final, bah, la bulle, elle peut durer longtemps, jusqu'au moment où en effet ça pète, mais ça serait dommage de passer à côté en fait de ses performances. L'alt season, c'est pareil. Pendant la bulle Internet des années 2000, tu avais des mecs qui disaient déjà dans les années 95, 96, c'était en bulle, et puis au final, ça a continué encore pendant 4 ans supplémentaires.
Voilà. Donc, tu vois, donc c'est pour ça que oui, c'est un indicateur intéressant, mais te base pas que sur ça pour investir. C'est important. Hcrew, salut. Que penses-tu de GRT qui a effectué une longue accumulation pendant ces 3 dernières années? Crypto made in USA, DePine, EI, indispensable, utilisé par tous. Alors, des cryptos qui sont dans une longue zone d'accumulation depuis les 3 dernières années, j'ai envie de te dire, c'est une grosse partie de la crypto. C'est une grosse partie des alts. Tu prends Link, tu prends. Tu fais un peu d'analyse technique, tu te rends compte que, alors pas forcément par rapport au dollar, mais si tu prends le range alt BTC pour des grosses cryptos, on est sur un gros range depuis un certain temps. Et puis par rapport au dollar, c'est beaucoup pareil. C'est pareil pour beaucoup de cryptos, pardon. Et après, pour GRT, ça pareil, on en a beaucoup parlé sur YouTube. Je suis pas persuadé que crypto made in USA, enfin, ils essayent de parler de ça, mais moi, j'y crois pas. Je pense pas que ce soit, évidemment, on le sait entre nous que c'est pas un gage de qualité. Après, c'est plus un narratif qu'on essaye de vendre parce qu'on se dit, tiens, Trump, il est pro-crypto, donc avec son fonds, il va investir dessus. Voilà. Après, sur la partie DePine, IA, ouais, il y a une utilité, mais il y a plein d'autres projets qui sont là-dedans, qui sont sur le même type que GRT. Donc, on va faire pour ceux qui seront dans l'accompagnement, on a prévu enfin, Mickaël a prévu de faire un coaching de groupe là-dessus. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail, mais attention au narratif crypto made in USA, on vous le met en avant. Je suis pas persuadé que ce soit quelque chose sur lequel on peut vraiment se reposer par la suite. Mais en effet, être sur un projet qui ne fait pas all-time low sur all-time low sur all-time low, et qui soit dans une zone d'accumulation depuis longtemps, ça fait. Et puis qui en plus sont dans des narratifs qui ont toujours le vent en poupe en ce moment, qui sont recherchés et tout. Je pense que c'est intéressant. Je n'ai aucune appli pour suivre le cours des cryptos, tellement je suis sur le long terme, je regarde jamais, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi, Alex. Mais après, voilà, tout le monde n'est pas là à se dire j'investis sur 10 ans ou sur 20 ans, même si je suis d'accord avec toi, pour beaucoup de gens, ça serait la meilleure chose à faire. D'ailleurs, le Nasdaq a fait un ATH hier, le S&P 500, et lui a son ATH exactement. Aucune raison d'être bearish actuellement. Exactement. Exactement. Et c'est là où en fait les gens ils te disent non mais le Bitcoin il est décorrélé de ce qui se passe sur la finance traditionnelle. Non, il y a quand même un lien. Je veux dire, c'est pas une proximité à 100%, mais de là te dire qu'on est complètement décorrélé, pour moi, pareil, j'ai l'impression de répéter le truc depuis des années, mais en fait la différence entre beaucoup de gens et nous, c'est qu'on se base sur des données. C'est-à-dire qu'on regarde des éléments, genre des graphiques, on regarde des données factuelles. Et la plupart des mecs que vous regardez qui vont faire des pronostics, c'est allez, on se lèche le doigt mouillé, on va regarder. Ah, alt season, ça a baissé, c'est le moment de l'alt season. Bah non. Et ça, c'est usant. Ça, c'est vraiment usant parce qu'au final, à la moindre petite baisse, la moindre petite secousse, les mecs, ils vont créer de l'hype, un truc, puis ils vont créer de l'engagement, mais vous faites pas avoir, les mecs. Prono alt season, on en parle depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps maintenant, j'en ai reparlé au début de cette présentation. Pronostic, moi je reste toujours positif et je pense qu'il va y avoir une alt season. Après, en termes de timing, compliqué de savoir pour le moment. Cycle de 4 ans, toujours d'actualité sur BTC, pic en 2025 et bear market en 2026. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour se dire qu'on invalide totalement les cycles de 4 ans. On sera capable de mettre un point là-dessus pour se dire est-ce qu'on est toujours sur des cycles de 4 ans ou non plus tard. Je pense à la fin de l'année, évidemment, on sera fixé. Voilà. Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, de se dire les cycles de 4 ans ne marchent plus, je pense que c'est trop tôt. On verra. Et c'est pour ça qu'il faut rester ouvert. Ceux qui vous disent bah non, ça sera forcément sur un cycle de 4 ans, ou on sera sur des cycles plus longs, ou on a peut-être déjà topé, ce qui n'est pas du tout le scénario que je privilégie aujourd'hui, mais ça reste aussi une éventualité à avoir en tête. Pour moi, les deux scénarios, ceux que je privilégie le plus, c'est qu'on reste toujours sur des cycles potentiels de 4 ans, hein, plus ou moins. D'accord, ça se joue à quelques mois près. Hein. 2017, c'était pas vraiment un cycle de 4 ans non plus. Hein, d'accord. 2021, on était plus sur un cycle de 4 ans, mais c'était timé plus par rapport au cycle financier. D'ailleurs, c'est même plus ça. Hein. Quand on parle de cycle de 4 ans, c'est plutôt basé par rapport au cycle économique, en fait, et au cycle d'impression monétaire, globalement. Mais voilà.
Je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour pouvoir dire est-ce qu'on serait sur une fin de cycle et tout. Mais je pense qu'il faut rester aussi ouvert à l'idée que peut-être, et ça je le dis depuis des mois aussi, hein, qu'on serait sur une période peut-être 2025, là où tout le monde s'attendrait à une alt-season, un truc de fou. Au final, on serait sur une grande zone d'accumulation avec un Bitcoin qui fait ATH sur ATH sur ATH avec une dominance qui augmente. Et peut-être, on verra, hein, peut-être une alt-season sur 2026 si on a les cycles avec une dominance qui baisse, ou alors, ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire un Bitcoin qui reprend sur mi-juillet et puis qui prend sa phase parabolique, j'en reparlerai un peu plus tard dans cette présentation, qui reprend sa phase parabolique là sur la période estivale jusqu'à la fin de l'année, et puis à un moment donné, sur cette année, chute de la dominance, Ether qui break la TH, et puis alt season, voilà, qui s'éterminerait peut-être sur cette fin d'année, voire début d'année prochaine. Et là, du coup, on serait potentiellement encore sur les cycles de 4 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne comprends pas les gens qui vous disent non, on est sur des cycles de 4 ans ou non, on ne l'est plus. En fait, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on reste sur ce qu'on connaît. Si à un moment donné, tous les éléments nous montrent que c'est plus le cas, il va falloir changer. Ça ne sert à rien de rester sur des modèles qui ne fonctionnent plus. Et d'ailleurs, ça aussi, je le redis à chaque fois, hein, mais à chaque cycle, on a des trucs qui cassent. À chaque cycle, on a des modèles qui fonctionnaient avant qui ne fonctionnent plus. Peut-être que pour celui-ci, ça sera le modèle des 4 ans. On verra. Rico, salut pour tes vidéos. S'agissant de l'ETH, on sent que l'accumulation est bien présente. À part des institutionnels, le décollage sera violent. 2,5K, c'est encore cadeau. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Puis quand on voit vraiment, toujours pareil, la vision long terme. Tu vois, quand tu n'as pas une vision juste de dire ah, sur 2025, sur 6 mois, il faut que je fasse tant d'argent. Quand tu le vois sur plusieurs cycles, sur plusieurs années, en fait, tu te rends compte que tu as acheté un Ether à 2500, 2000 balles ou à 1300, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Tu vois. Comme tous ceux qui avaient acheté de l'Ether, tu vois, sur le cycle de 2015-2016, tu l'aurais acheté à 10 balles, 15 balles ou 30 balles ton Ether, t'en as rien à secouer. T'en as rien à secouer, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le prendre en tête. Mais voilà, la plupart des gens ne veulent pas acheter dans des périodes comme ça parce qu'il y a de l'incertitude, parce qu'ils n'ont pas de vision long terme, parce que voilà. Bon, je me répète souvent, mais je le dis, le seul edge que vous avez, c'est le long terme. Voilà, c'est tout. Après, le court terme, vous pouvez faire toutes les prédictions que vous voulez sur le court terme. Le marché fera ce qu'il aura envie de faire. Est-ce que le fait que l'ETF ETH a suivi de près l'ETF BTC n'a pas été préjudicial sur une possible alt season? Est-ce qu'il ne faut pas attendre les prochains ETF sur d'autres cryptos pour l'amorcer? Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu pourrais lancer autant d'ETF que tu veux. Un ETF sur Solana, tu pourrais lancer un ETF sur XRP, tu pourrais lancer des paniers d'ETF et tout. Pour moi, l'ETF ETH, c'est un proxy sur la volonté des investisseurs à prendre du risque ou non. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une certaine demande, mais elle est très loin de surpasser la demande qu'on a aujourd'hui et la volonté de s'exposer à BTC. Donc tu peux lancer tous les ETF que tu veux, la demande n'est pas là. Aujourd'hui, elle n'est pas en tout cas suffisamment importante pour permettre aux gens d'aller dessus. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de la demande, d'accord? Je ne dis pas que si demain tu lances pas d'ETF sur le XRP, qu'il n'y aura pas des gens qui achèteront le truc. Mais c'est pas ça qui va déclencher un bull run. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Tu vois, pour moi, ce qui joue avant tout, c'est ce que je dis, hein. Bitcoin qui augmente, dominance qui top, et à partir du moment où ça baisse. Et puis si en plus de ça, tu as les cycles de liquidité qui s'alignent, hein, c'est-à-dire impression monétaire, on met fin en quantitative tightening. Je vous rappelle les mecs, on est toujours en quantitative tightening. Hein. Quantitative tightening, c'est pas bullish pour les alts. Pas bullish pour les alts. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas avoir d'alt season si on est en quantitative tightening? Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait en avoir une. Par contre, elle sera peut-être beaucoup plus sélective. C'est-à-dire que si on est des cascades de liquidité, mais qu'on est toujours en resserrement de liquidité, la liquidité, elle va forcément se parquer quelque part. Hein. Si on part du principe qu'on a des cascades de liquidité avec une dominance qui baisse, d'accord? Mais cet argent-là, elle va aller se parquer quelque part. Tout comme jusqu'à présent, où la liquidité, elle n'a pas été monumentale, c'est aller se parquer sur un minimum de crypto, et en l'occurrence, principalement le BTC. C'est tout. Hein. Donc, si on reste en quantitative tightening, ça aussi, c'est l'un des indicateurs à regarder. Hein. On reste en quantitative tightening, voire on assouplit encore le quantitative tightening. Ça a été le cas en avril, ça a été le cas encore un peu plus sur juin. Ça peut aider un peu plus. Mais quand on parle de vrai alt season, vrai alt season, Bitcoin qui top,
qui continue d'augmenter en termes de performance en dollars, mais dominance qui baisse. Donc, Bitcoin qui augmente en prix, dominance qui baisse, un Ether à l'ATH et quantitative easing. Enfin, impression monétaire à mort. On sait que ça va être le cas à un moment donné. Je veux dire, les gens qui te disent non, mais il n'y aura plus jamais d'alt season, pareil, ça me gonfle. Parce qu'il y aura toujours des performances. C'est comme si on dit, je sais pas, le S&P 500 ou le Nasdaq, il a performé depuis 100 ans, mais là, ça va être différent, il va arrêter de performer. Non, il peut latéraliser, il peut un peu moins bien performer pendant une période de temps. Il peut y avoir quelques différences avec certains alts qui peuvent surperformer et d'autres beaucoup moins. Voilà, mais de se dire qu'il n'y aura plus jamais aucun alt de toute l'histoire de la crypto sur les 150, 200 prochaines années qui performeront, il n'y aura que le BTC. Encore une fois, ils sont où les putains d'arguments? Ils sont où les fucking arguments? Il n'y en a pas. Genre, à chaque fois, c'est juste, regarde ce que j'ai dans mon bag. Voilà, regarde mon bag, je suis full BTC, c'est ça. Ça va être du coup ça le narratif. Ou tous ceux qui sont pareils, full alt sur un alt particulier, le narratif, ça va être que sur ça parce que c'est ce qu'ils ont en portefeuille. Voilà, bah non, le marché ne fera pas ce que tu as en portefeuille, il fera ce qu'il aura envie de faire. Voilà. Donc, voilà, un peu pour répondre à la question, je pense que quand on est dans un moment où les gens ont décidé de volontairement aller sur des actifs à risque et que là, ils lancent des ETF, là, il y aura de la demande, il y aura un intérêt de pouvoir partir dessus. Mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. Par contre, ça peut s'accélérer. Tu vois, pareil pour les ETF staking sur Ethereum. ETF staking Ethereum, c'est, à mon avis, ils avaient dit quoi? C'était sur septembre-octobre, d'après ce que j'avais vu. Voilà, on va voir si ça change quelque chose. Si ça change quelque chose à la donne, est-ce que là, il y aura beaucoup plus de demandes et tout. Mais tant que le Bitcoin reste en dominance super élevée avec des performances comme ça et qui prend un peu la lumière que sur lui pour le moment, on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. Tu peux lancer tout ce que tu veux. Et pour moi, ce truc-là, je le range un peu sur la catégorie news, en fait. Tu vois, il y a un moment donné, on le voyait, hein, le sentiment de marché était bas. Tu pouvais avoir des mauvaises news, ça baissait, des bonnes news, ça baissait. Parce que le marché n'a pas décidé de monter. Et puis à un moment donné, ça se retourne. Et des moments, il n'y a pas de raison. Ça peut être lié à un tweet de Trump, mais des moments, il n'y a pas de raison. Ça monte parce que ça monte et parce que c'est le moment de monter. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut accepter ça. Et faire des prédictions sur le court terme, ah tiens, ils sortent un ETF, ils sortent le machin, ou de changer sa stratégie d'investissement parce qu'il y aurait telle ou telle nouvelle, c'est la plus grosse connerie monumentale qui pourrait être faite. Et ça, pareil, c'est pas moi qui le dis. J'ai présenté une étude, enfin, j'ai travaillé sur une étude là dernièrement sur Éternel étudiant que je vais présenter prochainement sur une vidéo qui va être publiée là dans quelques jours. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à l'autre chaîne. Je pense que vous y verrez un petit peu plus clair là-dessus. Mais sur cette étude, il démontre ça. Il démontre que tu augmentes ta probabilité de sous-performer, mais de manière presque exponentielle, si lorsqu'il y a des événements majeurs ou des news, que tu modifies ta stratégie en fait long terme. Et je pense qu'en crypto, même si on est sur un actif beaucoup plus récent, ça ne sera pas quelque chose qui sera anodin et ça fera exactement pareil.